Les théropodes, c'est superbe, c'est des organismes qui vivent dans la colonne d'eau, qui nagent, c'est comme un escargot, vous voyez un escargot avec sa coquille, là, et le pied de l'escargot qui s'est transformé en nageoire. Et c'est donc des organismes qui nagent dans l'eau. Eh bien aujourd'hui, les théropodes de l'océan austral se dissolvent, déjà. Et niveau de confiance moyen, parce qu'il n'y a que 2 articles sur cette question, donc on est quand même assez prudent. On est aussi relativement avec un niveau de confiance moyen qu'il y a un impact sur les poissons. Je disais au déjeuner que Nemo, le poisson clown là, du dessin animé de Disney, eh bien Nemo n'arrive pas à retrouver son anémone lorsqu'on augmente l'acidité de l'eau de mer. Apparemment le pH agit sur les neurotransmetteurs dans le cerveau qui font perdre la boussole à certains poissons. Certains n'évitent plus leurs prédateurs, mais au contraire vont au-devant de leurs prédateurs. Il y a des expériences qui sont extraordinaires qui sont faites par des collègues australiens. Nous, on ne travaille pas du tout là-dessus, mais sur des poissons de récif, mais pas sur des poissons commerciaux. Donc l'impact sur la pêche, on ne peut pas conclure, il n'y a pas de données là-dessus. Et maintenant, si on passe au grand chapitre, l'impact sur les sociétés et l'économie, alors là, le niveau de confiance va encore diminuer. Étant donné qu'on a des incertitudes, beaucoup d'incertitudes sur la réponse biologique, évidemment, les conséquences socio-économiques de l'acidification, c'est difficile à estimer. Donc, on a vu que certaines espèces utilisées dans l'aquaculture, notamment la mytiliculture, l'ostréiculture, sont négativement affectées, mais pour mettre un chiffre là-dessus, personne, évidemment, n'ose se lancer là-dessus. L'impact de la dégradation des récifs coralliens, c'est sûr, il y aura un impact. Le chiffrer, c'est également difficile. Les récifs coralliens, c'est une ressource importante pour le tourisme. C'est un mécanisme de protection du rivage, de la des cyclones, des tempêtes, etc. Donc il y a un impact certain, mais bon, le coût, j'en sais rien. On ne sait presque rien des prédateurs supérieurs et des poissons commerciaux. Les impacts sur le thon, le cabillaud, etc. On ne sait pas du tout. Et l'impact sur les cycles biogéochimiques, évidemment, compte tenu de toutes ces incertitudes, est aussi pas mal connu. Donc si je récapitule les conséquences, on a un très fort niveau de confiance sur tout ce qui est les impacts chimiques. Là, on a peu d'incertitudes. Les incertitudes qu'on a, c'est sur les scénarios socio-économiques. Là, oui, mais dès l'instant où on utilise un scénario, on est quasi certain, ça se modélise très très bien le pH de l'eau de mer, il n'y a aucun doute là-dessus. Les impacts sur la biologie et l'écologie, eh bien, ça va du très faible niveau de confiance à un niveau de confiance fort. Fort. Et pour la biogéochimie, la société et l'économie, on est dans des niveaux de confiance qui sont assez faibles. Je passe sur le reste. Et pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc Ken Caldeira, qui est un collègue qui travaille à Stanford, a fait ce graphique que j'ai trouvé assez bien, qui essaie de figurer en fait ce qui se passe sur les niveaux du cycle du carbone, les phénomènes d'adaptation, de géo-engineering, de conservation. Donc en fait, il part du principe qu'on a tous envie d'améliorer notre niveau de vie. On a tous envie que notre futur ou celui de nos enfants soit meilleur que celui du passé et d'aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut consommer des services, il faut consommer, et donc cette consommation requiert de l'énergie qui rejette du CO2. Ce CO2 augmente dans l'atmosphère, crée du changement climatique qui impacte sur les écosystèmes et les sociétés humaines, et qui en retour, donc ça va à l'encontre du but désiré, c'est-à-dire qu'après tout ce cheminement, notre désir initial d'augmenter la qualité de notre vie est impacté négativement par le résultat de ce processus. Je crois que c'est une vision assez intéressante à considérer. Et donc en bleu, il a mis ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour contrebalancer cet aspect négatif, ici en rouge, sur notre désir initial. Et bien, on peut essayer de conserver les produits, essayer d'être moins gourmand, de moins consommer. On peut aussi augmenter l'efficacité de la fabrication des objets que l'on utilise, et l'efficacité énergétique dans l'industrie. On peut
essayer aussi d'utiliser des énergies qui rejettent moins de carbone dans l'atmosphère. On peut aussi, une fois que le CO2 est rejeté, trouver des mécanismes qui le permettent de l'éliminer. C'est une des techniques de geoengineering qu'on voit ici, donc le stockage profond, ici dans des réservoirs antérieurs, déforestation, des arbres artificiels. Encore 10 minutes? Ça va. Et donc, c'est la capture du CO2, ou la capture à la source aussi, oui, bien sûr, dans les réservoirs profonds. Donc ça, c'est un des mécanismes qui peut être utilisé. Alors, par contre, là où un phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que la technique de geoengineering qui vise à essayer de faire du management des radiations solaires, soit en envoyant de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, soit en augmentant la couverture nuageuse en rajoutant des particules soufrées, soit en mettant des miroirs qui réfléchissent l'énergie. Toutes ces techniques qui viseraient à réduire l'insolation de la surface terrestre n'ont aucun impact, évidemment, sur l'acidification. Parce que le seul but de ces techniques, c'est de limiter l'augmentation de la température en continuant à émettre du CO2. Et mécaniquement, ce CO2 que l'on continuera à émettre, 25%, va dans l'océan. Donc il est très important de comprendre que ce n'est pas une bonne nouvelle, enfin si jamais une de ces techniques était employée dans le futur, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'océan d'envisager ces techniques de management des radiations solaires. Autre possibilité, c'est de s'adapter. Une fois que le climat a changé, que l'acidification est là, on essaye de s'adapter. Donc, il y a déjà un exemple de délocalisation due à l'acidification. C'est tout à fait mineur, mais en fait, c'est assez intéressant de le souligner. C'est qu'on a beaucoup de problèmes d'acidification sur l'ostréiculture, sur la côte de l'Oregon, de l'État de Washington aux États-Unis, parce qu'il y a ces phénomènes de remontée d'eau profonde qui amènent de l'eau qui est riche en CO2. Et donc, pendant 5 ans, ils n'ont pas eu de recrutement de naissins d'huîtres naturelles, ce qui a été une véritable catastrophe pour l'industrie ostréicole de cette région. Hein. Bon, évidemment, d'un point de vue économique, c'est peut-être pas énorme, mais en fait, ça fait vivre plusieurs centaines de familles. Et donc, il y a un aquaculteur qui a délocalisé la production de naissins de l'Oregon à Hawaï. Parce qu'à Hawaï, il n'y a pas ce problème d'acidification, et donc il fabrique le naissin. Alors ça montre un peu que des fois on marche sur la tête sur ces phénomènes d'adaptation, parce que chacun essaye de s'adapter pour maximiser l'efficacité de sa société, mais ça n'a aucun sens, parce que le naissin donc, est fabriqué à Hawaï et est transporté par avion en Oregon pour le grossissement. Donc voilà, l'adaptation, c'est pas toujours quelque chose qui est censé, c'est censé peut-être à petite échelle pour une entreprise ou un individu, mais pour la société, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Voilà, donc pour conclure sur le que faire, avec Raphaël Billet là, de l'IDRI, on avait essayé de mettre ces différentes options sur un graphique. Je me rends compte que c'est un peu petit. Voilà, sur l'axe X, vous avez le potentiel de ces différents mécanismes pour donc diminuer, limiter l'acidification. Un potentiel élevé ici sur la partie droite, un potentiel qui est faible sur la partie gauche. Et l'autre axe, c'est la faisabilité. Faisabilité élevée en haut et faisabilité faible en bas. Donc, on a mis ici, dans ce nuage ici, le potentiel le plus élevé pour limiter l'acidification. C'est la réduction des émissions de CO2 et le retrait du CO2 atmosphérique. C'est les mécanismes qui sont les plus efficaces pour limiter cette acidification. Une faisabilité qu'on considère plus forte, mais enfin les histoires de COP là, nous montrent que ce n'est pas toujours le cas, mais la faisabilité, je pense, est plus forte pour la réduction des émissions de CO2 plutôt que d'aller rechercher le CO2 une fois qu'il a été libéré. Ensuite, on a ici ce nuage de points, c'est le renforcement de la résilience des écosystèmes et la réduction de la pollution côtière. On se dit que les organismes et les écosystèmes marins sont soumis à plusieurs stress. Si on diminue le nombre de ces stress, on augmente leur résilience, on augmente leur possibilité
de rebondir et de se maintenir plus longtemps. Et donc la faisabilité ici est élevée, le potentiel évidemment est moins grand que la réduction des émissions de CO2. 7 minutes. Et ensuite, ici on a les recours à des additifs, la fertilisation de l'eau de mer qui est potentiel qui est très faible, l'adaptation qu'on considère très faible aussi, la restauration des écosystèmes dégradés et la réduction des émissions de gaz à effet de serre hormis le CO2. Et enfin ici, le potentiel très faible, qu'on aurait même pu mettre négatif, c'est la gestion du rayonnement solaire. Donc on a fait dans notre communauté, l'acidification c'est quelque chose que peu de gens connaissent en fait. Donc on a fait beaucoup d'efforts dans le cadre d'un projet européen et puis maintenant avec l'AIEA pour la dissémination de ces résultats. Et si vous êtes intéressés, il y a beaucoup de brochures à récupérer gratuitement des Summary for Policymakers, etc. sur le site du Centre international sur l'acidification des océans qui se trouve à l'AIEA à Monaco. Donc, je vais passer sur la conclusion. La dernière étape, ce qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est qu'on essaye, avec les gens de l'IDRI à Sciences Po, on a établi un groupe d'experts et on va essayer de se réunir 2 fois, là, en décembre et puis en avril. En avril, pourquoi? Parce qu'après que les pays auront donné leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça va se passer en mars, pour la COP, la conférence climatique de Paris. Et donc on espère ici évaluer si l'effort de ces pays va être des pays qui auront proposé de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, va être significatif pour réduire l'acidification et ses conséquences. Et donc on espère pouvoir, par ce mécanisme,